Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre conseil de quartier va commencer. Donc, c'est le conseil de quartier Alray Procession. Bienvenue et merci de votre présence. Alors, je vous fais part de l'ordre du jour. Il y aura l'intervention de Jean-Yves Pinet, adjoint au maire chargé de l'amélioration des espaces publics, qui nous présentera des aménagements de l'espace public. Le dispositif des médiateurs familiaux présenté par Sylvie Toraille, qui est conseillère de quartier. Et ensuite, un point sur le point budget participatif avec Mathieu Luneau, adjoint au maire. Merci. Je passe la parole à monsieur Jean-Yves Pinet. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonsoir à tous. Alors, avant de démarrer sur les aménagements, comme dans l'espace public, j'ai aussi la propreté. Je vais vous allez avoir la primeur de quelques informations. Il ne vous a pas échappé que malheureusement hier, la collecte des ordures ménagères et de ce qu'on appelle le multimatériau n'a pas eu lieu. Le 15e est collecté par une entreprise privée, pas par la ville, comme c'est le cas pour le 14e ou le 16e, qui sont dans des étapes beaucoup plus dramatiques que ce que nous pouvons avoir nous. Hier, l'entreprise privée dont les bennes sont à Vitry-sur-Seine s'est retrouvée face à un cordon d'étudiants et de profs et en sociologie devant, avec une députée, la députée de la circonscription, Mathilde Panot pour ne pas la citer, et donc ils ont bloqué les bennes. Rebelote cet après-midi, donc là, avant de venir, j'avais l'info. Malheureusement, les bennes n'ont pas pu sortir, donc on ne sera pas collecté ce soir. On essaye de voir ce qui pourra être fait. Un service de support actuellement pour essayer de collecter un maximum des sacs en vrac qui sont mis par terre. Non pas les bacs, mais les sacs est à l'œuvre, mais je ne garantis pas une situation à la normale pour le week-end. Voilà, on essaye de faire au mieux, mais voilà. Donc si dans vos immeubles, il y a plein de poubelles qui débordent, c'est normal. On espère que la situation s'améliorera la semaine prochaine. Alors, sur l'espace public concernant le quartier Alray Procession, voilà, j'ai tout coupé, on va tout remettre. Il y a un projet d'aménagement qui arrive sur cette année et qui, j'espère, va donner pleine satisfaction. Alors, on va essayer de mettre ça en plus grand écran. Est-ce que tout le monde reconnaît le coin? Pourquoi ça ne veut pas passer là? Ouais, c'est vrai que c'est pas... Hop, voilà, on va essayer de bouger pas, on va essayer d'agrandir. Ah, là c'est peut-être un peu grand, on va voir un peu en bas. Ça dit rien à personne là, ce coin-là? Oh, dommage. Je rate mon effet. Voilà, la rue Saint-Amand. Alors, cette rue Saint-Amand, ça fait des années que, effectivement, en mairie, on reçoit un certain nombre de plaintes qu'on plaint, comme quoi elle n'est pas sécure, comme quoi elle n'est pas belle, comme quoi il faudrait peut-être d'autres traverses, etc. À force de vous écouter et nous de remonter les informations en mairie centrale, on va donc avoir, alors là vous allez voir c'est encore plus petit, alors attention les yeux parce que ce sont des plans de voirie et je vais essayer de vous expliquer la chose et je vous montrerai un petit peu après ce que ça va donner. Alors je vais le mettre en grand puis on reviendra petit à petit. Alors malheureusement, la première des choses que je dois vous dire, on pensait au départ qu'on aurait le budget complet pour faire l'intégralité de la rue Saint-Amand, c'est pas le cas. Donc ce qui est compris aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est la rue Saint-Amand entre la rue Labrouste et la rue de Nanteuil. Pour votre parfaite information, au tout début, nous avions obtenu un budget que pour le carrefour, ce fameux carrefour dangereux, où même avec les feux, il était très long à traverser. Est-ce que vous voyez mieux quand même un petit peu comme ça? Donc, à force de réunions et de plaintes, on a obtenu un budget supplémentaire, mais c'est vrai qu'on peut regretter qu'effectivement les services centraux et la mairie de Paris ne nous aient pas donné un budget complet pour traiter l'intégralité de la rue Saint-Amand, ce qui aurait été quand même mieux. Mais on a retenu quand même beaucoup de choses qui nous avaient été demandées, à savoir effectivement une traverse sécurisée, et vous allez la voir, puisque si vous regardez sur la droite de l'écran, vous verrez que vous aurez un îlot central, c'est-à-dire que la rue Saint-Amand va être coupée réellement en deux physiquement. C'est-à-dire que ce ne sera plus ces 4 voies énormes que vous avez aujourd'hui. Véritablement, quand vous allez la traverser, vous aurez une pause. Et effectivement, même si vous traversez que d'un seul coup, ça change du vert au rouge, etc., enfin que les feux changent de couleur, vous aurez quand même
un coin sécurisé en plein centre pour vous abriter, pour retraverser. Ce qui sera aussi bien, quels que soient les piétons que nous sommes, mais je pense surtout aux plus jeunes et aux générations les plus anciennes qui parfois mettent un petit peu plus de temps à se déplacer. Au moins, vous avez une pause. Et c'est surtout qu'au milieu, comme vous le voyez, vous avez une bande verte. Alors cette bande verte, on avait cherché à planter des arbres. Malheureusement, vous avez un collecteur égout qui se trouve en plein milieu, donc ce n'est pas possible. Par contre, vous aurez une bande herborée, végétalisée. Alors, je n'ai pas encore tous les éléments des végétaux qui vont être mis dedans. Est-ce que c'est de l'herborée simple? Est-ce qu'on va y mettre des petits arbustes, etc. Mais en tout cas, il y aura quelque chose. Donc, ça va améliorer aussi cet aspect de cette rue en plein centre. Et par contre, si vous voyez bien le jaune un peu plus foncé au niveau en haut à droite, en fait, c'est une avancée de trottoir qui va être créée, où là, vous aurez 2 arbres supplémentaires qui vont être plantés. Cette avancée, elle va permettre effectivement d'être aussi plus en sécurité lors de la traversée. Et donc, véritablement, ce sont quand même de très, très gros travaux qui vont avoir lieu. Alors, c'est vrai qu'on s'arrête à la rue de Nanteuil, vers... côté gauche de mon écran, si j'amène le plan, ça va s'arrêter au niveau de la rue de Nanteuil. Donc là, vous aurez encore la même chose, cet îlot central de sécurité au niveau du passage piéton. Donc ça permettra quand même une traversée beaucoup plus sécure. Voilà. Et derrière, pour l'instant, il n'y aura que du marquage au sol. Mais on était encore en réunion cet après-midi avec le maire et la voirie, de manière à ce qu'on puisse demander effectivement à la section territoriale de voirie de demander en centrale, et c'est ce que nous allons demander, de manière à ce que le reste de la rue Saint-Amand soit mis au programme 2024 pour que l'intégralité de la rue soit traitée correctement. C'est vrai que j'aurais préféré venir avec une bonne nouvelle en vous disant que la rue Saint-Amand va être faite de Vouillé jusqu'à la place d'Alray, mais ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer maintenant un petit peu un projeté de ce qui va être... Voilà ce que ça va donner. Alors, ce n'est qu'un plan projeté, donc on garde un peu de stationnement. Il ne reste plus qu'une seule voie de circulation de part et d'autre, une piste cyclable, l'îlot central qui se trouve ici, et des trottoirs donc, qui sont au-delà de 5,50 m, enfin des trottoirs très élargis, ce qui fait que vous aurez quand même un espace piéton sécurisé, et on pourra y circuler tranquillement sans être obligé de faire du slalom entre tout un tas de choses. Voilà en gros, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs, ce projet tel qu'il est là, tel qu'il devrait commencer, on espère les travaux. Alors maintenant, on est dans ce qu'on appelle, la manière dont ça se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un permis d'aménager, donc avec un rendu du maire sur le permis d'aménager. Après, l'ensemble de toutes les études complémentaires vont être faites par les services de voirie. Si tout se passe bien, cet été, vous avez les premiers travaux. C'est-à-dire que, évitez de passer dans la rue Saint-Amand cet été, ce sera un petit peu plus compliqué, mais vous verrez que d'ici la fin de l'année, vous aurez au moins une partie de la rue, ça représente à peu près 40-45%, qui sera très agréable à vivre. Voilà, je passe la parole et je réponds à toutes les questions si besoin. Madame. Je ne sais pas s'il y a un micro pour madame. Bonjour, je me présente, je suis Madame Lamontagne. Je voulais juste vous demander si le trottoir qui est à l'angle de Saint-Amand et de la rue... Comment s'appelle-t-elle la rue où il y a le Lidl? Rue de Nanteuil. La Brouste. Ah, la Brouste. Sera rabaissé parce que c'est très très haut. On ne peut pas le prendre avec les poussettes. Je pense que les fauteuils roulants ont le même problème. Et même les personnes âgées ont quelquefois du mal à lever la patte aussi haut. Alors, il y a une règle aujourd'hui, si vous voulez, à partir du moment où vous avez une rénovation au niveau des passages piétons, d'office, de toute façon, c'est rabaissé. C'est la norme PMR, donc de toute façon... alors, je profite d'ailleurs de ça, parce qu'on a quelques difficultés à Paris, c'est quelque chose qu'on a du mal à résoudre. On a la norme PMR, et quand en plus on rabaisse comme ça, comme il faut savoir que les voiries sont bombées. Quand vous regardez bien une chaussée, elle est bombée. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'eau aille s'écouler vers les caniveaux. Et alors, avec les abaissements pour justement passer avec les poussettes, passer avec les fauteuils roulants ou ce que vous voulez, enfin tout au moins pour une meilleure accessibilité, pour éviter aussi de tomber, de temps en temps, on peut avoir des flaques d'eau qui se font quand il y a un peu d'eau qui arrive. Donc ça, c'est la rançon du succès. Mais à partir du moment où on fait une rénovation, d'office, l'application de l'accessibilité PMR est faite. Voilà. Alors par contre, il faudra que je revérifierai, et puis de manière à savoir, parce que sur Saint-Amand, c'est sûr, est-ce qu'ils vont le refaire sur la Brousse? Là, je regarderai.
D'autres questions? Merci, bonjour. Bonsoir du moins. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est la rue Platon. Il y a des travaux qui viennent d'être commencés. Alors, ils ont travaillé 48 heures, 2 jours. Et puis ça s'est arrêté. Ça va s'arrêter combien de temps? D'une part, et en même temps, à l'accès rue de notre passerelle, je suis au 47 Bargues, on a une passerelle. Et quand vous arrivez au bout, si vous prenez à gauche pour la rue Platon, il y a une énorme bosse. Il y a quelqu'un qui a chuté la semaine dernière et qui s'est quand même bien fait mal. Bon, ça dépend de la mairie, paraît-il. Alors, mairie de Paris, mairie de 15e, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est signalé depuis le mois de novembre. Rien n'a été fait. Et c'est vrai qu'en voyant les travaux rue Platon, on a posé la question aux personnes qui travaillaient, est-ce que vous ne pouvez pas mettre un petit coup de je ne sais pas quoi, mais enfin, faire en sorte qu'il n'y ait plus cette bosse. Ah, il faut en parler aux grands chefs. Donc, on n'a revu ni les grands chefs, ni les petits chefs. Alors, sur la rue Platon, vous avez une rénovation complète de ce qu'on appelle le tapis. Donc, en fait, tout a été raboté. Ils sont en train de revoir. Il y a les reprises qui sont faites parce que la voirie, ça bouge et voilà. Donc, oui, ils ont travaillé et puis ça va revenir parce qu'après, derrière, il faut aussi vérifier qu'il y a un certain nombre de choses. Il y a d'autres opérations. Donc, ça va durer encore, je crois, 15 jours, 3 semaines, il me semble. Peut-être un peu plus en fonction aussi des intempéries puisqu'il y a des moments. Et puis voilà. Puis après, il y a aussi les phénomènes où est-ce qu'on aura tout l'asphalte à la fin parce que c'est tendu aussi sur la livraison des matières premières. Hein, et à la fin, le bitume, parfois ça manque et c'est un petit peu compliqué. Mais normalement, comme ça a démarré, on va essayer de fermer le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la première des choses. Concernant votre bulle, je vais regarder parce que alors. La difficulté des signalements, on est d'accord que c'est une bulle sur le macadam, c'est-à-dire que c'est une boule sur le... Voilà. Alors ça, c'est les bulles de gaz qui remontent... Oui, c'est les bulles de gaz, il faut mettre un petit coup dessus, etc. Le souci, c'est que là, je découvre, puisque bon, je ne sais pas comment ça a été signalé, ou quoi, comment... Oui, mais vous savez, le problème des signalements en mairie, alors il y a des circuits, etc. Après, ça fait tout un tas d'objets. La ville est grande. Donc voilà, 47 Bargues, c'est ça? Bon, je regarderai ça. Est-ce que je peux poursuivre avec la rue Bargues? C'est trop tôt? Normalement, j'étais censé parler de la rue Saint-Amand, mais élargissons à la rue Bargues. Alors, moi, j'habite en face du conservatoire. Oui. J'habite au 66, 68, 70 rue Bargues, à Paris Habitat. Et depuis 32 ans, la propreté laisse complètement à désirer. Surtout là, c'est plus ramassé depuis 3 jours. Et c'est vraiment extrêmement sale. Je vous ai dit pourquoi. Oui, parce qu'il y a une grève. Alors, non, c'est pas qu'il y a une grève. C'est-à-dire que les bennes ne peuvent pas sortir. Mais sinon, en tout cas, les agents qui sont censés, qui collectent, eux, ne sont pas en grève. Mais ils sont bloqués. On ne peut pas sortir les bennes. Voilà. Je suis d'accord. Elles sont sorties, elles débordent, tout oui. est par terre. Oui. Et le vent n'a rien arrangé aujourd'hui. Voilà, donc ça va partir dans l'océan. Les rats, vous avez vu 68. Moi, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont vu 68. C'était plein de rats. C'est chronique, ça fait 32 ans que j'habite là, ça fait 32 ans que c'est dégoûtant, très sale. C'est sorti environ, ça dépend des jours, à 2h de l'après-midi. Je l'ai signalé, ça par écrit, par courriel, à la mairie du 15e, à Paris Habitat et à la mairie générale. C'est sorti à 2h de l'après-midi pour un ramassage à 6h, donc ça fait 4 heures de sortie, 4 heures. Donc les gens qui ne se donnent pas la peine d'aller dans les sous-sols, et je veux bien les comprendre, parce que c'est plein de rats et de cafards. Donc, ils laissent sur ces bennes qui sont déjà sorties, mais hyper pleines, couvercle ouvert. Donc, ça finit par tomber, et les malheureux éboueurs, c'est pas eux à ramasser ce qui a échoué par terre. C'est dégoûtant. Pourquoi rien n'est-il fait sur ces poubelles? Pourquoi ne mettez-vous pas des amendes aux propriétaires des immeubles, en l'occurrence Paris Habitat, pour que ce soit propre, juste propre? Alors, la règle de sortie, elle est très simple. Bon, voilà. C'est 1 heure avant. Alors, ça, c'est le règlement sanitaire départemental. 1 heure avant, ça doit être collecté 1 quart d'heure après. Ça, c'est un règlement qui date et qui est très franchement inapplicable aujourd'hui sur l'intégralité du territoire du 15e, en tout cas, pour la simple et bonne raison. C'est que peut-être que dans certains immeubles, il y a des gardins, mais ce n'est pas partout et c'est assez compliqué. Donc, il faut être pragmatique à un moment donné. Donc la règle sur le 15e, elle est simple.
c'est qu'on autorise effectivement la sortie des bennes. La collecte se fait à partir de 15h30 aujourd'hui jusqu'à 23h. En 2 tranches horaires, et vous avez même la possibilité maintenant de savoir à quelle tranche horaire vous êtes collecté, en allant sur le site de la mairie du 15e. En fonction de la rue où vous habitez et même du numéro, on peut vous dire si vous êtes collecté entre 15h30 18h30 ou entre 19 et 23. Donc on autorise les bennes à partir de 15h, 15h30, grand max. Alors on vérifiera avec Paris Habitat sur cette affaire-là, mais voilà. Et on autorise aussi, alors en fonction, effectivement, on demande à ce que ce soit rentré le plus tôt après le passage... personne au compteur pour voir si c'est ramassé rentré dans le quart d'heure. Donc généralement, c'est rentré le soir quand les gardiens sont encore là. Si le gardien, vous êtes collecté à 22h, le gardien ne va pas rester jusqu'à 22h, on tolère et on accepte qu'effectivement la benne reste, le bac reste toute la nuit et il est rentré le lendemain matin à la prise de service. Ça marche relativement bien sur l'ensemble de l'arrondissement. Il y a des PV qui sont mis, madame. Il y a des PV, y compris à Paris Habitat. Vous pourriez avoir monsieur Larouzet à côté de moi qui vous dirait qu'on a déjà discuté de PV. Et je n'hésite pas à faire mettre des PV à Paris Habitat quand effectivement nos négociations avec le gardien, avec Paris Habitat ne fonctionnent pas. Parce qu'effectivement, il faut le dire, il y a eu des gardiens sur certains immeubles qui sont récalcitrants. Je pourrais vous en citer quelques-uns. Ça marche quand même relativement bien. Maintenant, on va regarder plus en détail sur votre bloc d'immeubles de cette rue Bargue. Mais voilà, après que les gens viennent déposer à côté, oui, bah, vous savez, j'ai des gens qui viennent déposer carrément leur sac d'ordures ménagères à côté des corbeilles de rue. C'est-à-dire que plutôt que d'aller dans le local poubelle, ils viennent le déposer au pied. Et donc, normalement, c'est pas fait pour ça. Donc, ce qui fait que ça déborde très, très vite. C'est pas simple. Des PV sont mis, il y a aussi une civilité qui doit être là des uns et des autres. Si elle n'existe pas, vous faites non madame, mais si elle n'existe pas, je ne peux pas mettre un agent spécifiquement à côté des bacs. Déjà, on va voir pour ce qu'il en est. Alors le fait que les bacs sortent plein de vos immeubles, c'est aussi peut-être, je ne sais pas, la dotation est peut-être pas suffisante, peut-être qu'il n'y en a pas assez ou aussi que le gardien préfère sortir un bac plutôt que 2, je ne sais pas. Mais voilà, donc ce sont des choses qui se regardent cas particulier par cas particulier. Il y a une situation spécifique, apparemment, de ce que j'entends sur votre immeuble. Ce n'est pas le cas partout, ça se passe relativement bien. Donc on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien aussi chez vous. Alors, je suis désolée, mais en ce qui concerne les bacs pleins et la dotation d'un bac supplémentaire, on m'a répondu, alors je ne sais si c'est vous, si c'est Paris Habitat ou si c'est la mairie générale, puisque j'ai envoyé les courriers aux 3, on m'a répondu qu'un bac supplémentaire serait dévolu à notre immeuble. Ça n'a rien changé. C'est toujours aussi sale. Je suis en train de chercher des photos. C'est absolument immonde. Ça fait 32 ans, je vous le répète, que c'est comme ça. Je ne parle pas des corbeilles à papier. Il n'y en a plus. Donc, pour mettre sa crotte de chien quand on la ramasse, ce qui est mon cas, c'est très compliqué. On finit par trouver une corbeille. Il paraît que vous les avez toutes retirées parce qu'elles sont source de dépôt de sacs poubelles. Je veux bien le croire. Il n'y a plus aucun, ou très très peu... Oui, deux dans la rue Bargue, rue Falguière, il doit y en avoir. Enfin, dans cet îlot-là, il y en a extrêmement peu. Donc, je ne comprends pas, malgré les courriels, les nombreux courriels que je vous ai adressés, rien n'a changé, rien n'a changé. Soutenez-moi au moins, non, mais vous n'habitez pas rue Bargue. Bonsoir. Aussi que pour le ramassage des ordures, le côté pair, c'est la mairie de Paris, et le côté impair de la rue Bargue, c'est la société privée. Alors ça, je demande à voir. Ah ben, j'ai posé la question. Ah, vous avez posé la question. Bien sûr. Ben, là, alors, je vais... Pourquoi certaines bennes ramassaient d'un côté et pas de l'autre côté? Non, parce alors que ça, c'est pas... non, alors ça, je vais vous expliquer aussi. Madame, 100% des bacs à couvercle vert, c'est-à-dire ordures ménagères, oui. 100% des bacs à couvercle jaune, donc ce qu'on appelle le multimatériau, le recyclage, sont collectés dans le 15e arrondissement par la société Pisorno, qui est une société privée sous contrat pour la ville. Et je parle sous le contrôle de mes collègues élus ici présents. Maintenant... effectivement, une benne passe dans une rue, il se peut qu'elle ne collecte, parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle le débord. Alors, et en fonction des tournées, elle peut collecter le côté pair, elle va refaire un tour, et donc elle a laissé le côté impair, elle reviendra pour reprendre le côté pair. 100% de la rue, et ça, madame, c'est la caisse de champagne ici, sans aucune difficulté. C'est simple. Vous avez une benne blanche ou une benne verte? La benne qui collecte, elle est blanche ou elle est verte?
Oui. Et de l'autre côté, c'est la mairie de Paris. C'est pas les mêmes. Ce sont pas les mêmes. Ah, c'est exactement les... alors là... bon. Je leur ai posé la question. Bon, après, alors c'est quoi? C'est qu'il y a un côté qui est moins bien collecté que l'autre? Ils ont même un blouson avec mairie de Paris. Ah, mais ils ont tous un blouson. Même les gens de Pisorno, ils ont un blouson. Si, ils ont un blouson marqué mairie de Paris. Ah si. Alors là, Ah ben... pourtant, j'ai discuté avec eux. Hein. Ah bon. Bah, écoutez, je vais arrêter de parler alors. Pas de souci. Enfin bon, de toute façon, c'est pas logique de prendre de chaque côté. Hein. Bon, on était sur la rue Saint-Amand, sur la voirie. On a dérapé sur les poubelles, donc, parce qu'on pourrait en parler des heures sur les poubelles. Est-ce que vous avez d'autres questions côté voirie? Madame, oui, j'ai une avec un question, micro derrière. du coup, pas liée aux poubelles, liée aux travaux. Bonsoir. Bonsoir. Je veux savoir si vous pouvez nous donner une mise à jour sur, et notamment les délais, sur les travaux au niveau du conservatoire et de la place Kandinsky. Pardon. Alors là, ça sort un petit peu de mon giron sur le conservatoire, parce que moi, j'ai que l'espace public. Et si vous voulez, au niveau conservatoire, on est sur un programme là, urbaniste et autres. Donc peut-être que la présidente ou ma collègue Louise Agathe Charpentier a des informations. Je n'en ai pas de complémentaires. Et pareil, sur la place Kandinsky, elle a un statut un petit peu à part. Donc j'ai pas vu moi encore de projet voirie sur la place Kandinsky. Sinon, j'aurais pu vous donner des informations. Donc là, je suis très franc. Malheureusement, j'ai... Ah, on me dit 2025 pour le conservatoire. Travaux jusqu'en 2025, voilà. Voilà. Vous savez, une rénovation d'immeubles, c'est un petit peu logique que ça traîne, que ça traîne, c'est assez long. Même vous prenez les programmes de réhabilitation d'immeubles et autres, voilà, il y a énormément de... il faut du temps, ça ne se fait pas malheureusement en 6 mois. Non, mais juste pour le conservatoire, j'avais la même question. Mais moi, j'habite aussi comme la dame juste à côté. Je passe devant tous les jours et je vois vraiment pas beaucoup d'ouvriers en train de travailler sur ce conservatoire. Donc, moi, je veux bien que ça prenne du temps, mais là, on les voit pas beaucoup. En ce moment, ils y sont. Alors c'est nouveau. Là, Madame, vous savez, généralement sur ce genre de programme de travaux, les entreprises choisies ont des délais. Si elles ne respectent pas les délais, elles ont des pénalités. On peut avoir effectivement des temps où on voit moins d'ouvriers que d'autres, mais ça se fait quand même. Il y a un programme de travaux, il y a un architecte, donc il y a quand même des calendriers et il y a des plannings qui sont faits, qui sont relativement bien respectés, parce que les pénalités de retard quand ce n'est pas livré en temps et en heure sont importantes. 2025, c'est ce qu'on vient de me dire. Madame. Oui, j'avais une question aussi. Vous, quel est votre pouvoir de décision quant à l'aménagement de ce jardin et des abords extérieurs du 48 rue Bargue? Parce que donc effectivement, le lieu est identifié depuis des années, au moins depuis l'an 2000, où il y a eu le contrat local de sécurité du 15e arrondissement qui a établi que notre immeuble était source de squat, de trafic, de vandalisme. Ça, on le vit tous les jours. Il y a des nuisances sonores, il y a des agressions, il y a de l'insécurité totale. Paris Habitat nous dit on ne sécurisera le lieu, avec éventuellement caméras, etc., que lorsque les aménagements extérieurs seront faits. Donc on va tout inclure. Donc le jardin, place Kandinsky, qui va devenir jardin Kandinsky, Foranime, qui aura son entrée plutôt place Kandinsky, enfin jardin Kandinsky, etc., etc. Seulement, apparemment, Paris Habitat veut laisser tout ouvert, alors que nous voulons une résidentialisation. On veut fermer au niveau de la rue Bargue, juste l'entrée à notre immeuble, et puis fermer tout le côté procession et laisser l'arrière de l'immeuble et le côté Bargue sans espace. Mais voilà, profiter, résidentialiser tout ça. Or, Paris Habitat nous oppose une réflexion qui est de dire nous avons une servitude un lieu de passage devant votre immeuble et nous devons aux habitants des alentours de la garder, cette servitude. Avec le syndicat du logement et de la consommation, nous avons demandé à voir cette servitude.
c'est un terme juridique. C'est quelque chose qui est établi normalement quand le lieu est enclavé, donc quand il y a besoin de passer. Or, chez nous, il n'y a pas de lieu enclavé. Vous avez la rue Dutot qui est 15 mètres plus bas. Donc, pour passer de la procession à la rue Bargue, il n'y a vraiment pas de nécessité de passer sous nos fenêtres. Donc voilà, moi j'avais un autre lieu de passage à proposer, etc. Donc moi je voulais savoir, est-ce que vous participez aux réunions avec la mairie, avec le maire, avec les architectes pour réaménager ce lieu qui, donc, depuis au moins 23 ans, est en attente de réaménagement. Et puis je pense que le projet de réaménagement a démarré en 2013. Et il se trouve que nous sommes les derniers servis. Alors, je n'ai pas l'ensemble du calendrier et pourquoi vous êtes les derniers services. Ce qu'il y a, c'est que tous les projets d'aménagement sont toujours discutés, même quand ils sont faits par les services centraux. Ils arrivent sur le bureau du maire, discuter avec les élus du 15e. Voilà, donc généralement, il y a un retour d'information, parce que le secteur Bargue, je veux dire, c'est pas... Aujourd'hui que vous écrivez, vous remontez des informations. Donc si un projet en ce sens arrive, de toute façon, il va être regardé. Alors sur la servitude, je ne suis pas juriste de formation, mais si elle est inscrite au niveau cadastre et au niveau urbaniste... Elle n'est pas inscrite. Alors si elle n'est pas inscrite, on peut ne pas l'avoir. Si elle est inscrite, on est obligé. Sachant que je ne sais pas sur les parcelles, parce que vous savez, c'est comme un peu quand vous êtes en province et que vous avez un terrain et que le gars de derrière n'a pas d'autre accès pour le terrain, vous êtes obligé. C'est ça la servitude de passage. Oui, c'est ça. C'est voilà. quand c'est enclavé, donc c'est ça. Là, je peux malheureusement, je ne vais pas vous répondre de bêtises parce que je ne connais pas spécifiquement ce dossier-là côté des parcelles urbanistiques. Mais si il n'y a pas de servitude de passage, s'il n'y a pas d'obligation, si elle n'est pas inscrite, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir fermer. Donc tout ça, mais moi concrètement, sur les alentours de Kandinsky, c'est pareil au niveau voirie, donc extérieur, hein, puisque quand il parle des aménagements extérieurs, je présume qu'il parle aussi des aménagements faits par les services de voirie, les services centraux ou délocalisés. Je n'ai pas encore vu de choses, de toute façon, sinon moi... s'il y a quelque chose sur ce quartier-là, j'en parle d'abord à Louise Agathe et puis c'est évoqué. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci de ne pas écouter, de ne pas regarder ce qui peut être fait. Et il y a des choses qui peuvent être modifiées, effectivement, ça se discute par la suite. D'accord. Parce que par exemple, nous avons appris que le 49 rue de la Procession, qui est actuellement un immeuble de 12 ateliers d'artistes appartenant à Paris Habitat, cet immeuble en sous-sol, enfin au rez-de-chaussée, est un lieu de passage entre la rue Bargue et la rue de la Procession. Donc il est en prolongation du jardin de la place Kandinsky. Et il se trouve que Monsieur Larouzet, donc le directeur territorial Paris Habitat Sud-Ouest, nous a dit que en raison de l'insécurité, du squat, du vandalisme de ce rez-de-chaussée d'immeuble qui est ouvert à tout vent, donc eh bien, ça va être fermé. Et que lui, il souhaite, enfin Paris Habitat, je ne suis pas sûre que ce soit M. Larouzet forcément, souhaite que le lieu de passage existe et reste chez nous. Alors que nous souhaitons, nous avons fait une pétition, et on a récolté 132 signatures sur 160 logements, une signature par logement donc. Donc tout le monde souhaite la résidentialisation quasiment. Enfin, moi, j'habite là que depuis 3 ans et quand j'en discute avec les gens, tout le monde a déjà bien réfléchi à la chose, habite ici, voit ce qui se passe du matin au soir, voire la nuit, et a bien compris qu'il fallait fermer au niveau de la Procession. Il y a un lieu de passage qui existe, qui est au niveau du 47 rue de la Procession, c'est-à-dire qui va longer derrière notre immeuble et qui va longer ce 47 rue de la Procession. Qui actuellement, c'est l'Arche d'Alliance, c'est pas du tout un logement privé en rez-de-chaussée, je veux dire. Au lieu de dépôt en plus, si je me non, trompe non, pas. c'est pas du tout un lieu de dépôt. Procession, parce que j'ai souvent quelqu'un qui m'écrivait du 47 Procession sur des tas de matelas, des tas de dépôts, etc. Ah, peut-être. Alors, à une époque. Ils ont bloqué maintenant l'accès pour les voitures. En tous les cas, on voit que c'est un lieu de passage qui est sans issue actuellement. Et il pourrait mener jusqu'à la place Kandinsky. Donc voilà, moi, c'est ce que je propose. S'il faut impérativement un lieu de passage, il est là. Il est
à peine 10 mètres plus haut qu'actuellement. Et voilà, je voulais savoir quelle était votre possibilité. Alors, la possibilité est simple, si c'est à partir du moment où, effectivement, en plus, on a l'appui de... le maire est pour la voilà, résidentialisation. Donc, J'ai eu une réunion voilà, avec donc, lui. Il faut, en fait, on ne peut commencer à agir sur quelque chose qu'une fois que les projets nous arrivent. C'est-à-dire que là, on discute, mais je ne sais pas quel est le projet, ce qui va arriver. Et à partir du moment où il y a les projets, là, il y a des discussions, il y a des amendements, ça peut se faire. D'accord, parce que Paris Habitat nous dit qu'ils attendent le projet du jardin Kandinsky. Donc en fait, on a l'impression que mais le jardin, c'est autre chose. Ils veulent tout inclure. Hein, et voilà, donc c'est un peu... Voilà, en attendant, on verra. J'ai M. Larouzet bientôt sur un autre dossier de la rue Paul Baruel. Je verrai avec lui sur cette affaire-là. Alors j'ai rendez-vous avec lui. Ils vont me présenter... donc moi, je suis la présidente du 48 Bargues Association. Vendredi prochain, je vais avoir une petite réunion de présentation avec les architectes et M. Larouzet. Et puis, j'ai demandé au syndicat du logement et de la consommation auquel nous sommes affiliés de venir. Et donc, on a une juriste... une juriste qui a justement réclamé la servitude de voir, et Paris Habitat, depuis un mois, ne nous a pas délivré du tout d'acte de propriété mentionnant cette servitude. N'hésitez pas à tenir Mme Charpentier informée, comme ça on regardera. D'accord. Je me permets juste de rajouter, je pense que Monsieur le maire vous l'a dit, et c'est vrai que c'est quelque chose dont on a déjà parlé quand on avait parlé de la réhabilitation de tout l'île aux Bargues. Effectivement, la fermeture des accès entre la rue de la Procession et la rue Bargues, c'est quelque chose que l'on souhaite, parce qu'on sait que c'est source de fuite, que ça n'arrange pas le travail de la police quand on en a besoin. On a beaucoup de problèmes rue de la Procession. On est très souvent saisis, nous, en mairie du 15e, par des habitants de la rue de la Procession, notamment du 47, qui n'en peuvent plus. Et on sait qu'un des soucis actuels, c'est les multiples possibilités de fuite des personnes qui se trouvent de ce côté de la rue. Et donc, vous le savez, on est de votre côté, on est avec vous sur ce projet. Alors, c'est vrai que nous, au départ, on était partis sur laisser l'accès la journée pour que les personnes en journée puissent profiter de cet accès d'une rue à l'autre, et plutôt proposer une fermeture la nuit. Demander à Paris Habitat de mettre en place un système de fermeture pour que ce soit fermé la nuit. Mais après, voilà, on est encore ouvert à la discussion, on peut encore voir comment le projet peut évoluer. Ces jeunes sont là dès 16h30. Hein. Vous les voyez ici, revenir par là, reprendre les ascenseurs, le local poubelle, la cave. Ils font que ça. Vous vous mettez dans la loge du gardien, vous regardez, c'est hallucinant. C'est 16h30 le démarrage. Mais n'hésitez pas à nous tenir au courant. Ouais. Devant. Mon immeuble là, des caves, vous la voyez là, elle est sur la place Kandinsky, on va dire que c'est ça. Fort Animé là, la rue de la Procession est là, la rue Marguet là, et l'immeuble que j'habitais là, et là il y a une sortie cave, et tous les dealers sortent par là. Vous êtes à quelle adresse? 66 rue Bargues, en face du conservatoire. C'est épouvantable. D'accord, ok. 66. Il y a le gymnase qui est en prolongation, quasiment derrière. D'accord. Ouais. D'ailleurs, le jardin, c'est louable, hein, ça va être super le jardin, mais on a peur que ce soit uniquement ces jeunes qui viennent s'y installer, quoi. Ouais. Bonsoir. Oui, Square Platon, je crois. Je les vois, moi, de mon appartement. Ils ont pété une barre, et ils rentrent par là, la nuit. Alors, c'est la fête dans le square toute la nuit. Et il se trouve que monsieur le maire et peut-être la RIVP, enfin je ne sais pas, souhaite un centre social au premier étage de notre immeuble 48 rue Bargues et qui va donner sur ce jardin Procession, jardin Kandinsky.
Donc il sera situé, le centre social sera situé au premier étage. Le maire tient à ce que ce soit fini avant 2026, la fin de son mandat. Là, je n'étais pas... Enfin, voilà, on a découvert ça assez récemment et on a dit que... On a tout bien noté avec Monsieur Pinet, hein, Madame, tout ce que vous aviez dit. Il y avait une dernière question, Madame ? Bonsoir. Et puis après, on va passer au sujet suivant. Je suis Florence Larcade, la trésorière de l'association des locataires du 3941 rue Bargue. Et j'avais aussi une interrogation, parce que Paris Habitat nous avait promis des réunions en concertation avec les associations sur la réflexion des aménagements de conservatoires et place Kandinsky. On n'a jamais été conviés à aucune réunion. On avait fait des propositions d'ouverture du théâtre sur le côté, en allant vers le conservatoire. On ne sait pas où ça en est. Donc je voulais savoir si vous aviez des informations sur de potentielles réunions futures d'aménagement, parce qu'on n'a vu aucun plan, ni sur le jardin, à moins que vous en ayez vu, mais sur l'avancée sur les décisions finales parce qu'on a eu différentes propositions, mais sur la décision finale justement du jardin, de l'ouverture du théâtre, de l'entrée du théâtre, savoir si on fermait le 41 rue Bargue avec des grilles ou non. Enfin, toutes ces réflexions-là, comment peut-on Alors, en participer ? vérité, Paris Habitat est son propre chef, hein, j'ai envie de dire. Voilà, ils n'ont pas véritablement à venir nous solliciter, nous, mairie du 15. Nous, conseil de quartier, si vous voulez, on les invite régulièrement pour qu'au conseil de quartier soient présentées les avancées des travaux, comment avance le projet. Ça, oui, ça, on le fait très régulièrement. Par contre, effectivement, ce n'est pas de la concertation avec les habitants pour co-construire un projet. Ça, c'est vraiment votre référent Paris Habitat qu'il faut contacter pour ça. En tout cas, moi, je suis invitée le 17 mars par Paris Habitat pour me présenter le projet qui commence à avoir une ébauche. Et donc, moi, je vais défendre vraiment les intérêts des locataires qui sont assez unanimes. Concernant en tout cas ma délégation, ou tout au moins les services de voirie, lorsqu'on est contacté par Paris Habitat, c'est quand les projets sont finalisés et aboutis et qu'ils demandent des emprises sur voie publique pour les travaux. Comme j'ai sur la rue Paul Baruel et que j'ai sur d'autres endroits. Et donc effectivement, là, les discussions pour nous, c'est l'échafaudage, l'emprise, la base vie, c'est ce genre de choses. Mais sur ce qu'ils vont faire à l'intérieur de leur parc à eux, malheureusement, on n'en est pas... Enfin, en tout cas, moi, sur ma délégation, j'en suis pas informé. Et la rue de Vaugirard, elle se termine bientôt. Ça, c'est encore un autre sujet. Alors, je vous propose de le mettre à l'ordre du jour d'un autre conseil de quartier, sinon ces dames ne vont jamais réussir à vous présenter ce qu'elles ont à vous présenter. Je ne vous cache pas que ça traîne, effectivement, ça traîne. Voilà, quelques difficultés, et puis d'autant qu'en plus, il y a aussi d'autres travaux à venir sur des remplacements de canalisation CPCU, des câbles Enedis, etc. Et tout ça doit s'interconnecter. C'est pas simple, donc oui, j'aurais aimé pouvoir vous donner une bonne nouvelle, mais j'en ai pas là pour l'instant. Merci en tout cas, passez une bonne fin de réunion. Merci. Alors, attendez, on va... Je vais essayer de voir si je peux grossir un peu. Alors, Sylvie Toraille, conseillère de quartier, va nous présenter la médiation familiale. Alors, merci, mais je précise pour l'Assemblée qu'il y a quand même un lien avec le sujet qui vient d'être évoqué, parce que ce n'est pas tout à fait par hasard qu'on parle de médiation familiale ce soir, pour la première fois, je crois, dans le cadre des réunions publiques du Conseil de quartier. Et c'est en fait parce que vous avez vu en arrivant, les uns et les autres, que vous avez dû passer devant quelque chose qui s'appelle Engage City, ou un truc comme ça, qui est au 4 rue Vigier-Lebrun. Le 4 rue Vigier-Lebrun, c'est l'ancienne adresse. Oui, surtout, je voulais voir celle-là. Voilà. Le 4 Vigier-Lebrun, c'est l'ancienne adresse du centre social dont il est question de le réimplanter, place Kandinsky, enfin, là dont vous parliez tout à l'heure. Comment ? Au 48 rue Bargue, aux grandes dames des, au 48, bon, enfin, des locataires qui ne voudraient pas rajouter de la misère à la misère, mais bon, apparemment, c'est... Faut voir.
Oui, il faut voir. Ah non, on en a besoin. Hein. Voilà, donc de toute façon, il existait. Donc là j'ai fait une espèce de petite historique, de petit rappel historique, mais c'est vrai que c'est écrit un peu petit. Normalement, je vais pouvoir grossir, mais je sais pas. Ah ouais, non, mais ça doit être au max. Ouais. Ouais. Bref, en tout cas, ce rappel historique n'est pas passionnant. C'était juste pour faire la transition avec ce qui a déjà été dit et pour dire que le centre social qui se trouvait aux 4 rue Bargue, enfin qui se trouve encore aux 4 rue Vigier-le-Brun, pardon, qui se trouve encore un petit peu aux 4 rue Vigier-le-Brun, est un centre social extrêmement ancien et emblématique. Comme vous le voyez là, ça remonte à 1871 et en 1871. Rejointe ensuite en 1981 par le CEASIL. Donc l'OCM a fusionné avec le CEASIL, a donné ce centre social et a fondé même la Fédération des centres sociaux. Enfin bon, c'était quelque chose d'assez emblématique et historique. Il se trouve que malheureusement, au fil des années, la situation s'est un peu dégradée et que petit à petit, il a fallu envisager, il y a eu un audit de la ville de Paris en 2017 qui concluait à, voilà, les normes de sécurité sont plus respectées, le bâtiment doit être revu, réaménagé, et en attendant, il va falloir suspendre les activités conventionnées par la CAF du centre. Donc c'est depuis cette époque-là qu'a été envisagée la réimplantation du centre social ailleurs. Voilà. Mais bon, et qu'on s'interroge tous sur mais que va devenir le 4 rue Vigier-le-Brun. Alors à l'origine était prévu, non seulement dans cette réunion-ci, mais déjà au mois de novembre dernier, était prévue une présentation par la RIVP du devenir de ce bâtiment du 4 rue Vigier-le-Brun. Bon, on n'en sait pas plus aujourd'hui, mais il se trouve qu'actuellement encore, le bâtiment 4 Vigier-le-Brun accueille un certain nombre de services. Il y a un centre de PMI, alors celui-là, je ne sais pas s'il marche. Il fonctionne. Il y a un relais emploi qui doit fonctionner aussi. J'ai vu des traces sur Internet. Il y a un établissement d'aide aux troubles du comportement alimentaire. Alors ça, c'est abrégé en date. Et puis, il y a une antenne de médiation familiale de la maison de la médiation. Et c'est en rebondissant là-dessus que du coup, comme je suis moi actuellement en formation de médiatrice familiale, je me suis dit que nous allions pouvoir, grâce à ces dames qui sont, elles, des médiatrices familiales déjà en activité dans le 15e, nous allions pouvoir vous présenter un peu, sauf pour ceux et celles qui savent déjà tout, mais ce qu'il en est de la médiation familiale. Qu'est-ce que c'est ? Donc, qu'est-ce que c'est que la médiation familiale ? Bon, il y a le mot familial, hein, donc ça veut dire que la médiation familiale propose aux personnes en conflit qui le souhaitent. C'est seulement à des personnes qui sont volontaires. Hein. Jamais la médiation familiale n'est imposée, même s'il y a parfois des juges qui enjoignent à des personnes d'aller s'informer sur la médiation familiale, mais on ne peut pas leur imposer d'en faire une s'ils ne le souhaitent pas. Donc c'est suggéré, proposé aux personnes en conflit. Et évidemment, quand on dit aux personnes, c'est en général à des personnes qui sont plus ou moins liées par des relations familiales, donc familiales ou ex-familiales, que ce soit des relations d'alliance ou ex-alliance ou des relations de filiation. Et qu'est-ce qu'on leur propose ? Un espace de parole, d'écoute, de dialogue. En présence, et c'est ça on va dire, la nouveauté par rapport à ce qui pourrait se passer dans un lieu justement familial, dans un lieu privé, en présence d'un tiers. Ce tiers, le médiateur familial, étant qualifié et impartial. Il s'agit de quoi faire ? D'aborder les problèmes familiaux, comme on disait, les différents familiaux, dans le cadre qui est défini par la présence de ce tiers, de façon à prendre en compte de manière concrète les besoins de chacun, notamment et en particulier ceux des enfants, bien sûr, mais pas seulement, de rétablir la communication, parce qu'en général, quand il y a un conflit familial, la première chose qui est rompue, c'est la communication, et de dénouer, à terme, la situation de conflit qui a été créée par le passé. De chercher des solutions pratiques. Quand je dis chercher, ce n'est pas le tiers qui va les chercher, hein, c'est effectivement les personnes auxquelles on propose cet espace de médiation familiale
de façon à ce qu'elles puissent chercher elles-mêmes des solutions pratiques aux différends qui les opposent. Et la présence de ce tiers permet aussi de créer un climat de confiance qui va être propice à l'élaboration d'accords durables. Le but, c'est que les personnes se mettent d'accord et, entre elles, élaborent des solutions que peut-être personne d'autre n'aurait pu imaginer et qui vont être des solutions adaptées au cas en question et durables. De cette façon-là, on pourra envisager l'avenir dans le respect de chacun. C'est-à-dire, il ne s'agit pas ni de se taper dessus, ni de s'engueuler, ni de voilà, mais d'essayer de répondre aux besoins des uns et des autres de la manière la plus concrète possible, en imaginant ensemble les solutions qui seront adaptées, qui pourront durer un certain temps. Alors, qui est concerné par ça? Bon, vous avez entendu médiation familiale, donc c'est évidemment toutes les personnes qui vivent des difficultés, des conflits, des différends dans le cadre familial. Et là, je cite un certain nombre d'exemples, mais peut-être que à la suite, si vous avez des questions, peut-être que ces dames pourront vous en donner d'autres plus concrets, parce qu'elles rencontrent, je ne vais pas dire forcément toutes les journées, mais en tout cas, elles rencontrent des cas de ce genre. Alors, exemple, vous êtes des parents et vous vivez des difficultés de couple. Parfois, vous êtes encore en couple, hein, ou bien vous vivez une séparation, ou un divorce, ou un changement de vie, ou un déménagement, enfin, etc., qui peuvent avoir des répercussions. Ou bien vous êtes en rupture de lien avec votre famille, ça arrive aussi. Ou bien vous êtes grands-parents et vous souhaitez créer ou garder des liens avec vos petits-enfants, mais ça ne se passe pas forcément très bien avec les parents des petits-enfants. Ou bien vous êtes des frères et des sœurs, vous cherchez une solution pour un parent âgé en perte d'autonomie. Ça peut être aussi des cas comme ça. Ou bien vous avez à régler une succession qui elle-même est conflictuelle. Enfin bon, il y a des exemples multiples. Et moi, en discutant avec ces dames, j'en ai encore découvert. Évidemment, dans mes cours, j'en découvre aussi. Aujourd'hui, on était en analyse de pratique. Ben voilà, il y a encore eu des tas de situations qui ont été exposées que je n'aurais jamais imaginées. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent relever de la médiation familiale. En pratique, comment ça marche? Alors, la médiation familiale offre un lieu, comme on disait, d'écoute, de dialogue et de prise de décision. Ce lieu, alors on y reviendra tout à l'heure pour le 15e, mais a priori, on ne fait pas ça chez soi. Voilà, on va dans un lieu neutre et qui permette d'accueillir l'ensemble des personnes impliquées dans le conflit. Et le processus de la médiation se déroule en 3 grandes étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'entretien d'information. Alors, il peut se faire soit un à un, soit avec toutes les personnes concernées d'un coup. C'est variable selon les cas. Cet entretien d'information, il est gratuit et sans engagement. Le médiateur familial vous accueille, écoute votre situation, vos attentes, vos demandes. Il vous présente alors le cadre et le déroulement de la médiation familiale. Le but, c'est que vous ayez toutes les informations de façon à pouvoir décider, chacun, de façon à ce que chaque personne présente et impliquée dans le conflit puisse décider « oui, je suis prête à jouer le jeu et à tenter d'élaborer une solution avec les autres personnes dans le cadre que propose le médiateur familial ». Les séances elles-mêmes, ces séances elles-mêmes, elles n'interviennent qu'une fois l'accord de chacun recueilli. Comme je le disais tout à l'heure, une médiation familiale peut s'arrêter à tout moment, peut ne jamais commencer, c'est-à-dire il y en a qui ne dépassent pas l'entretien d'information. Hein, c'est soumis obligatoirement à l'accord de toutes les parties. S'il y en a un qui veut arrêter, eh bien la médiation s'arrête. Voilà. Et on ne va pas aller supplier l'autre pour que... voilà. Mais s'il revient, non. Il veut s'arrêter. Donc les séances elles-mêmes, elles durent en général 1h30 par séance. Et la participation financière est établie en fonction du barème de la CAF, donc de la Caisse d'allocation familiale. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure aussi. Elle se déroule en présence de toutes les personnes concernées, et volontaires, donc, comme on l'a vu, le plus souvent tous les 15 jours, et puis sur une période qui n'est pas très longue, c'est-à-dire qu'en général, ça ne dépassera pas 6 mois. Donc on dit qu'il varie entre 3 et 6 mois.
Évidemment, ça fait un nombre variable parce qu'il y a toujours au milieu, c'est pas forcément réglé comme du papier à musique tous les 15 jours, il y a forcément un petit peu de vacances, un petit peu d'empêchement, etc. Donc le nombre varie selon les situations et les sujets qu'on souhaite aborder. Et puis quand la médiation familiale est terminée, l'objectif, c'est que les personnes puissent mettre par écrit ou au moins oralement leurs points d'accord, et donc ces accords-là clôtureront la médiation. Il est à noter que les parents peuvent faire homologuer par le juge aux affaires familiales la convention par laquelle ils organisent les modalités de l'autorité parentale, notamment la résidence de l'enfant, par exemple, et par lesquelles ils fixent aussi la contribution de l'un des parents ou de l'autre parent ou des deux parents à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Donc tout ça, ça peut ensuite être homologué par le juge aux affaires familiales. Qui sont les médiateurs familiaux? Alors vous en avez 2 exemplaires, mais les médiatrices et les médiateurs familiaux sont des professionnels qualifiés et formés à la gestion des conflits. Il existe un diplôme d'État de médiation familiale, DEMF, dont ils sont détenteurs, et ils ont été détenteurs de ce diplôme, c'est celui que moi je suis en train de préparer, au terme d'un processus qui s'appuie sur des connaissances en sociologie, en psychologie, en droit de la famille. Et évidemment, à côté de ça, il y a beaucoup de formations pratiques, c'est-à-dire sur comment on conduit un entretien d'information, comment on conduit une séance de médiation, comment on élabore des accords ou comment on aide à l'élaboration d'accords, etc. Tous ces médiateurs familiaux respectent des principes déontologiques qui sont les mêmes et qui sont à la fois dans les textes de loi et dans les textes d'une association des médiateurs familiaux. Et ils s'engagent à participer à des groupes d'analyse de pratique, c'est-à-dire à réfléchir ensemble sur des cas qui ont pu se poser à l'un ou à l'autre et envisager comment ils auraient pu traiter ça différemment. Ils observent une stricte confidentialité, sauf, bien sûr, il y a une limite. Ils ont toutefois l'obligation d'informer les autorités, comme beaucoup de monde, en cas de maltraitance sur mineurs ou personnes vulnérables. Ils ne prennent pas parti, donc confidentialité, impartialité, et ils ne jugent pas, ils n'ont pas d'avis sur les opinions qui sont émises en cours de médiation. Donc, ils n'ont pas à juger, non, c'est pas bien d'élever son enfant comme ça, ou il vaudrait mieux faire comme ça. Non, aucun avis. Ils sont impartiaux, neutres, et donc respectent une stricte confidentialité. Ils facilitent une communication équilibrée entre les personnes, donc ça veut dire qu'ils veillent à ce que l'un ne prenne pas toute la place dans la médiation, et ils leur permettent d'élaborer leurs propres solutions. Il y a 2 modes d'exercice qu'on peut rencontrer. Un médiateur familial peut exercer en libéral, dans ce cas-là, il applique un tarif libre, mais celles qui sont représentées ce soir, enfin celles qui sont présentes ce soir, travaillent dans des services ou associations conventionnées avec la CAF. Donc, qui dit convention avec la CAF dit respect d'un barème qui est impérativement fixé par la CAF en fonction des revenus nets avant impôt. Et donc, j'ai mis un petit exemple là, mais pareil, ces dames pourront vous en dire plus si vous avez besoin de plus de détails. Mais les tarifs varient de 2 € à 131 € par séance et par personne, sachant que pour une personne ayant un revenu de 2 000 €, ça fait 15 € par séance. Pour une personne ayant un revenu inférieur au RSA, c'est 2 €. Voilà. Mais l'important est que chacun puisse y accéder. Alors pour illustrer, pour présenter ces dames aussi, eh bien oui, il est possible de rencontrer un médiateur familial conventionné dans le 15e. Alors pas forcément dans le quartier Alray Convention, parce que je vous ai cité l'adresse du 4 Vigée-Lebrun, là où intervient la maison de la médiation. Vous mettrez les flyers, vous pourrez prendre des flyers. Il y a des flyers de la maison de la médiation qui sont là. Il y a des flyers de Citéa, qui est présente ici. Et puis il y a des flyers de Séraph Médiation. Voilà. Donc je vais passer la parole tout à l'heure à ces dames. Vous voyez que j'ai mis les 4 adresses. Donc la maison de la médiation, elle est 4 rue Elisabeth Vigée-Lebrun. C'est la seule qui soit aujourd'hui dans le quartier.
Cité A, c'est 19 rue Rosenwald. Je pense que c'est un quartier que Madame Charpentier connaît bien aussi. Voilà. La PCE 75, ils ne sont pas très très loin. Ils sont de l'autre côté de la rue de Vaugirard, donc on va dire en limite de notre quartier aussi. Et puis Séraph Médiation, alors eux, ils sont un peu plus loin. Voilà, vous nous direz tout à l'heure. Bon, enfin, tout ça peut permettre à chaque personne intéressée de trouver un lieu pas trop loin de chez elle et avec des horaires qui sans doute lui conviennent d'une manière ou d'une autre. Voilà, alors je vais m'arrêter là. Ce qui est important, c'est que vous puissiez poser des questions si vous en avez, et puis que nous puissions toutes les trois, oui, toutes les trois répondre à vos questions. Donc je passe la parole. Vous préférez que je vous passe la parole d'abord ? Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport... Oui, allez-y. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Moi, c'est pour quel résultat tout cela? C'est pour apaiser les tensions dans le quartier que vous investissez dans cette formation? Alors, ce n'est pas seulement dans le quartier, c'est une question dans les familles, en fait, surtout, que chaque famille puisse être apaisée, donc que ce soit, comme disait Sylvie, que ce soit au niveau d'un couple, donc dans l'intérêt des enfants, pour que la séparation se passe au mieux et que ce soit apaisé et qu'ils ne subissent pas le conflit des parents. Quand c'est des fratries, pour que la fratrie puisse rester sereine face à, par exemple, un placement d'un parent âgé parce qu'ils ne sont pas tous d'accord. Donc, en fait, c'est pour apaiser les conflits familiaux, tout conflit familial. Donc, ça peut être un parent avec son adolescent, donc parce qu'ils ne s'entendent plus, il y a une rupture de lien. Tout ça, c'est pour que les conflits familiaux puissent être apaisés. Voilà, c'est ça vraiment le but. Pour répondre à votre question, ça n'a pas forcément de rapport là aujourd'hui avec le quartier. Là, la présentation était là uniquement parce que dans un des bâtiments qui était censé être à l'ordre du jour, il y a de la médiation familiale et donc c'était pour vous présenter simplement ce que c'était que la médiation familiale. Et surtout qu'elle est très mal connue. Pardon. Je vais juste ajouter une petite chose. C'est qu'en fait, peut-être que vous faites référence à ce qu'on appelle des médiations de voisinage. Bon, c'est quelque chose qui existe. Il se trouve que pour faire de la médiation de voisinage, il n'est pas requis d'avoir un diplôme d'État de médiateur familial. Voilà. Donc en fait, ce qu'on nous dit nous, toujours dans nos cours, c'est qui peut le plus peut le moins. Donc quand on a été formé à la médiation familiale, logiquement, on peut aussi peut-être s'impliquer ou aider à la résolution de conflits d'un autre ordre. Mais c'est en effet pas le but ce soir qui était poursuivi. Oui, je comprends parfaitement, c'est une présentation générale, mais la maison de la médiation, donc qui est absente, qui se trouve au 4 Vigée-Lebrun. Alors son siège est dans le 20e. Et si vous allez voir le site de la maison de la médiation, donc j'avais dû mettre les sites des quatre que j'avais cités, voilà. Le site de la Maison de la Médiation, la www.maisonmédiation.fr, vous verrez qu'il propose 3 types de médiation. Les médiations familiales, comme celle dont on vous a parlé, mais également des médiations de voisinage et les médiations dans le cadre du travail. Voilà, ce sont les plus courantes. Voilà. Maintenant, il existe aussi des médiations internationales, il existe des tas de choses, mais dans la vie quotidienne, voilà, ce sont ces 3-là qu'on rencontre le plus souvent. Oui, non, je n'ai pas pensé à la médiation de voisinage, mais simplement dans le cadre où vous faisiez la présentation de cette maison qui est donc valable pour tout Paris, et que le quartier, à cause de ces jeunes qui ont été évoqués, qui posent entre guillemets des problèmes, par le biais de la famille et notamment les mamans, je pensais que vous prévoyez quelque chose aussi dans ce cadre-là pour apporter une sérénité. Alors, nous avons commencé à nouer des partenariats, on va dire justement, avec d'autres associations qui interviennent en direction des familles, pas seulement des associations. La CAF, par exemple, intervient aussi beaucoup avec les familles. Et il existe Madame Charpentier doit savoir mieux que moi, un projet social de territoire, c'est ça ?
Voilà. Et puis, il y en a un qui est sur le 15e et auquel travaille à la fois le CCAS, enfin maintenant il y a un nom plus chic, et puis la CAF. Et donc ils réfléchissent et effectivement, il me semble, enfin je leur ai fait en tout cas des propositions pour qu'ils puissent se rapprocher des antennes de médiation familiale qui existent dans le quartier. Parce que on le sait, il y a beaucoup de difficultés que vous avez évoquées tout à l'heure qui s'expliquent par des difficultés familiales en amont, évidemment. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on sait que les travailleurs sociaux peuvent être amenés à rencontrer des familles, voire à leur suggérer, s'ils savent que ça existe, d'aller voir un médiateur familial. Voilà. Après, nous, dans notre métier, on peut faire souvent ce qu'on appelle des médiations parents-adolescents, donc en fonction de l'âge de l'enfant, bien sûr, ou jeune adulte. Ça, c'est tout à fait possible. Et par contre, il faut que les personnes soient d'accord. Et c'est là aussi le petit souci des fois sur l'accord. Mais même vous, si vous parlez avec ces mères ou ces pères ou qui vous sentez qu'il y a un souci familial, vous pouvez même par votre biais transmettre, maintenant que vous savez que ça existe dans votre quartier ou pas très loin, transmettre des flyers ou autres pour permettre la connaissance. Parce que c'est vrai que notre métier est malgré tout très peu connu. On le connaît souvent quand on est passé déjà devant un juge, mais si on passe jamais devant un juge, on ne le connaît pas forcément. Et donc c'est l'avantage aussi de ça. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention et bravo pour votre action. J'avais une question justement sur la façon dont votre action est connue au sein de l'arrondissement. Par quel biais les familles peuvent en être informées? Est-ce qu'il y a des populations qui peuvent prescrire ou conseiller le recours à cette médiation familiale dans les écoles, je sais pas, enfin, les médecins ou les réseaux de psychologues? Est-ce que vous faites connaître aussi votre action auprès de ce type de réseau? Alors, normalement, tout le monde peut en parler. En fait, à partir du moment où on connaît, on peut en parler. Parce que même si on tape sur Internet, on tombera forcément sur de la médiation familiale autour de chez soi, même si on n'habite pas Paris. Nous, après, on fait ce qu'on appelle des informations comme ça, un peu à droite, à gauche, quand on est invité. C'est très difficile d'accéder à tout ce qui est le professionnel de santé. Parce qu'ils n'ont pas forcément le temps à accorder pour ça. On essaye de faire dans les écoles, mais c'est pareil. Tout est toujours une question de temps, donc c'est assez difficile. Mais là, alors, le CERAF, comme la CITEA, on est là que depuis peu de temps dans le 15e. Je dirais que nous, on doit être là depuis un an et demi, quelque chose comme ça. Avant, on était dans le 12e. Et en fait, pour le coup, nous, on est dans presque tous les départements d'Île-de-France, sauf le 95 et le 78. Mais donc, du coup, on était déjà un peu ailleurs et on vient simplement d'arriver sur Paris. Donc, on prend nos marques, on va dire, un petit peu. Mais c'est vrai que on pourrait arriver avec plein de partenariats différents, mais c'est encore difficile de se faire connaître. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de nos études, on nous impose de faire au moins une action de communication, dite de communication. Donc, moi, je remercie beaucoup Madame Charpentier d'avoir permis qu'elle ait lieu ce soir. C'est une bonne occasion de parler un peu de la médiation familiale et de la faire connaître. Parce que moi, comme vous, je veux dire, moi, je ne connaissais pas la médiation familiale il y a 2 ans. Et je l'ai découverte par un médiateur familial de la maison de la médiation qui venait au 4 rue Vigée-Lebrun et qui un jour m'a parlé de ça. Je me suis dit, oh là là, mais c'est formidable. Mais tout le monde ou presque peut avoir besoin d'un médiateur familial. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce que c'est pas connu? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce réflexe-là? Bien sûr, à chaque fois que vous avez une difficulté, on va vous parler justice ou conciliateur ou avocat ou bon voilà. Mais non. Là, il existe des choses infiniment plus simples et plus personnalisées
qui vous permettront peut-être, si vous le souhaitez, etc., mais d'élaborer des solutions qui vous seront parfaitement adaptées et qui pourront aussi évoluer dans le temps en fonction des changements qui interviennent avec la vie. Hein. Donc c'est quelque chose de vraiment très, très intéressant, au point que moi, je me suis tellement impliquée là-dedans qu'en fait, ce soir, je fais mon action de communication, celle qui est obligatoire, mais j'en ai deux autres qui sont, qui couvent. Et donc, il y en a une qui est auprès des travailleurs sociaux du centre. Alors, comment ça s'appelle ? Avant, c'était l'antenne de proximité. Enfin, les travailleurs sociaux de la rue Sévère Falguière. Avenue Armand-Moisan. Avenue Armand-Moisan. Voilà, c'est ça. Rue Armand-Moisan. Voilà. Donc là-bas, c'est les travailleurs sociaux qui sont en lien avec toutes ces familles qui rencontrent des difficultés ou pas. Et voilà, il est important qu'elles aussi, parce que c'est beaucoup des assistantes sociales, elles aussi, elles entendent parler de médiation familiale. Et puis, nous avons aussi un projet qui est, alors lui, pour plus tard dans le temps, puisque est membre de ce conseil de quartier aussi la directrice de la médiathèque Yourcenar. Donc j'avais rencontré son adjointe et effectivement elle m'a dit mais la ville de Paris aura un thème pour toutes ces médiathèques en fin d'année, en novembre-décembre, aura un thème qui tournera autour de l'enfance. Donc peut-être que dans ce cadre-là, il pourrait être proposé quelque chose pour faire connaître aussi la médiation familiale ou les médiateurs familiaux qui sont pas loin de la médiathèque Yourcenar et qui peuvent aider, peut-être, ou permettre à ceux qui fréquentent la médiathèque et à leur famille de s'aider eux-mêmes grâce à la présence d'un médiateur familial. Voilà. Alors, à mon tour de vous porter une information, dans notre association, qui est donc EVS Necker-Falguière, qui est espace de vie sociale, donc un mini-centre, nous avons EVS Necker-Falguière. Mais oui. Oui. Donc, tous les mardis après-midi, nous avons une permanence de la CAF, donc un travailleur social est présent. Peut-être que vous pouvez élaborer des projets. Et pour compléter, et c'est pour ça que Célda tout à l'heure a posé des questions par rapport au quartier, résoudre des problèmes familiaux, ça touche énormément de problèmes. Quand vous avez des femmes qui partent le matin de très bonne heure pour faire des ménages, rentrent très tard, laissent les enfants à la rue, n'ont pas de soutien scolaire. Je veux dire, c'est tout un ensemble d'actions, c'est pas simplement une médiation, c'est une mobilisation de toutes les forces sociales pour résoudre un problème. On ne résoudra pas un problème familial simplement en parlant avec des époux ou des enfants. Il faut résoudre les problèmes. Et notamment, est-ce que vous avez des contacts avec des éducateurs de rue qui se trouvent, donc, dont on a évoqué tout à l'heure, voilà. Est-ce que vous avez des contacts avec des éducateurs de rue? Merci. Alors en tout cas, nous, notre association, pour le moment, non, on n'a pas de contact avec les éducateurs de rue. C'est vrai qu'on n'est pas allé à la rencontre des personnes dans la rue. C'est vrai qu'on va plus facilement vers la CAF, vers la justice, vers des instances un peu plus grandes, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ça aura peut-être plus de portée, ce qui est peut-être totalement faux d'ailleurs. Mais ce que vous me dites là m'intéresse énormément et je pense que je reviendrai sûrement vers vous très prochainement pour essayer de mettre en place quelque chose qui pourrait permettre à tout le monde d'y voir un intérêt, quoi, d'essayer de construire quelque chose. Vous n'êtes pas très loin. Non, et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez important aussi, mais après, pour le coup, c'est juste Citea. Mais en fait, on est un groupement associatif, donc Citea. Donc, il n'y a pas que de la médiation familiale. Et justement, au 19 rue Rosenwald, il y a ce qu'on appelle l'atelier des familles. Et l'atelier des familles, donc, c'est un espace pour que les enfants, et les enfants, ça va de bébé à 18 ans,
puissent avoir un espace pour passer des moments en famille, donc avec les parents, grands-parents, cousins, frères, sœurs. Voilà, la seule chose, c'est des rendez-vous à prendre. Donc moi, je vais vous laisser aussi des flyers sur l'atelier des familles. Vous avez un QR code derrière pour prendre des rendez-vous, sinon il y a un site internet ou un numéro de téléphone. Et en fait, c'est des activités qui sont proposées, des activités culinaires, ça peut être des jeux, ça peut être plein de choses, ou juste des discussions. Et en fait, ça permet déjà aux personnes de parler entre elles, aux enfants de parler entre eux aussi, et de développer plein de choses. Et c'est organisé souvent par des éducatrices qui sont là, parce que CITA fait aussi partie de la protection de l'enfance. Pour ajouter juste une chose, quand vous parlez des éducateurs de rue, nous, pareil, hein, dans le cadre de notre formation, on nous a présenté l'ensemble des partenariats possibles. Et c'est clair que les éducateurs de rue ou toutes ces personnes qui s'occupent de protection de l'enfance de l'adolescence sont évidemment concernés. Bon, mais c'est très difficile justement d'organiser tous ces partenariats parce que les gens sont débordés, n'ont pas les mêmes horaires les uns que les autres. Enfin, vraiment, moi j'ai déjà beaucoup de reconnaissance pour ce qui a pu être organisé grâce à Madame Charpentier ce soir, mais c'est vraiment bon, voilà, à suivre. Et surtout, effectivement, ça peut être un point de départ pour que maintenant vous connaissez les quatre lieux de médiation familiale du 15e, pour que vous travailliez ensemble les uns et les autres. Excusez-moi. Quand on s'est rencontrés à la réunion préparatoire du conseil de quartier, tout ça, c'était à l'étude pour occuper le lieu vacant du 4 rue Vigée-Lebrun. Du coup, aujourd'hui, c'est acquis? Non? J'ai loupé parce que je discutais avec Monsieur Spinet. Non, en fait, en fait, il existe actuellement dans les locaux du 4 rue Vigée-Lebrun la maison de la médiation. Mais pour l'instant, voilà, on n'a pas plus avancé sur le projet. Non, là, ce qui était présenté ce soir, c'est ce qui est existant. Pas ce qui sera fait à l'intérieur du bâtiment. Parce que pour la médiation familiale, je pensais aussi aux horaires, aux parents qui travaillent quand il y a des... Et puis pour le coup, la maison de la médiation, c'est pas nous. C'est pas notre association. Nous, on est au 19 rue Rosenwald. Et après, pour les horaires, ça... Donc, c'est toujours à l'étude d'occuper l'espace du 4 rue Vigée-Lebrun. Le projet du 4 rue Vigée-Lebrun, la RIVP n'étant pas là, moi, je n'en sais pas plus que... En fait, pour bien repréciser par rapport à cette histoire du 4 rue Vigée-Lebrun, donc, lors de la réunion préparatoire du conseil de quartier, nous avions souhaité, nous, conseil de quartier, après vérification auprès de la RIVP, que soit présenté leur futur projet. Comment va être réhabilité le bâtiment? Qu'est-ce qui va se passer? Entre-temps, la RIVP m'a recontacté pour me dire qu'ils ne souhaitaient pas venir ce soir. Voilà. Donc, on a modifié l'ordre du jour, mais malgré tout, Madame Toraille s'étant proposée lors de la réunion préparatoire pour faire cette présentation de la médiation familiale, voilà, on a estimé que c'était important aussi, que c'était un élément important pour faire un petit historique depuis le début du mandat de ce conseil de quartier, et par là, je veux aussi rendre hommage aux conseillers de quartier. Il y a un axe très social qui a été choisi de présenter systématiquement des associations, des fondations, des organisations qui travaillent dans le quartier pour les habitants et de montrer un petit peu aussi ce qui peut exister en termes de tissu associatif et de fondations. C'était aussi très important. Et là, ce soir, c'était encore un autre pan de quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément encore bien, qui a pu être présenté. Et donc, un grand merci, Madame Toraille, pour cette présentation. Merci. Alors, merci beaucoup, Madame Toraille. Merci pour votre présentation. Nous allons passer au dernier point, qui est le budget participatif. Je laisse la parole à Mathieu Luineau, adjoint au maire, chargé de la démocratie participative et du budget participatif. Bien, bonsoir à tous. Je vais juste vous dire quelques mots donc, sur le budget participatif
pour vous rappeler le fonctionnement du dispositif pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore et vous présenter très rapidement quelques réalisations pour le quartier. Juste pour vous présenter peut-être dans les grandes lignes le dispositif du budget participatif, qui est un dispositif donc, qui se décline en fait à deux niveaux. Il y a un niveau parisien, donc avec des projets qui concernent tout Paris, donc qui sont votés à l'échelle de tous les arrondissements et qui ensuite font l'objet, bien dans chaque arrondissement, en fonction, je dirais, de la nature du projet qui a été désigné, d'enveloppes qui sont réparties arrondissement par arrondissement, qui ne sont pas spécifiques à des porteurs de projets localisés dans un arrondissement particulier, puisque ceux-là sont donc les projets arrondissements, qui sont vraiment des projets qui viennent donc de porteurs de projets situés dans le 15e arrondissement, que ce soit des riverains ou des associations, ou par exemple des directrices d'école ou par exemple de la médiathèque, puisque dans ce conseil de quartier, il y a tout un projet qui avait été voté concernant la médiathèque Yourcenar. On reviendra dessus dans quelques instants. Pour l'année 2023, il y aura donc un budget total de 6,4 millions d'euros qui sera alloué au projet dédié à l'arrondissement, avec 620 000 euros minimum qui seront fléchés vers les quartiers populaires cette année, puisque c'est je dirais, des évolutions du budget participatif depuis cette année, qui fait qu'à peu près donc 25% de l'enveloppe financière totale est dédiée aux quartiers populaires. Donc la manière dont cela va procéder concrètement cette année, c'est que les projets qui auront été soumis au vote et désignés par les habitants seront choisis en fonction d'une démarche de vote qui s'appelle le jugement majoritaire, qui fait que les projets qui sont retenus ne sont pas les projets qui récoltent nécessairement je dirais le plus de voix individuellement, mais les projets qui ont la meilleure, la plus forte moyenne, on va dire, donc qui récoltent davantage de suffrages positifs, puisqu'il est aujourd'hui possible donc de voter selon je dirais une gradation entre soit vous soutenez très fortement un projet, soit vous souhaitez vous en, je dirais, dissocier très fortement. Donc il y a une échelle comme ça de 5 possibilités de vote différentes, et donc ce sont les projets pour lesquels il y aura le plus d'habitants qui auront voté très favorablement qui seront retenus, dans un ordre évidemment où on descendra du premier projet au deuxième, au troisième, jusqu'à ce que l'enveloppe totale de 6,4 millions soit épuisée. Depuis 2021, les grands projets d'aménagement lourd de l'espace public sont désormais écartés du budget participatif pour désormais être basculés dans la démarche Embellir votre quartier, dont votre quartier a fait l'objet il y a quelques années maintenant. Ce qui fait que des projets comme on a pu en avoir par le passé, par exemple concernant la place Kandinsky dont on a parlé tout à l'heure, ne peuvent plus être proposés au budget participatif, mais basculent donc dans l'enveloppe Embellir votre quartier. Et autre dernière nouveauté de cette année, c'est que il n'y a plus de phase, je dirais, de dépôt de projet qui est fixe dans le temps. C'était le cas par le passé. Il y avait une période de 3 semaines en général, pendant laquelle les porteurs de projets pouvaient proposer leur projet sur une plateforme dédiée. Aujourd'hui, tout au long de l'année, les habitants, les associations peuvent déposer un projet qui sera étudié de manière récurrente par les services techniques de la mairie centrale, avec une phase, je dirais, de faisabilité technique des projets qui sont ensuite étudiés avec les mairies d'arrondissement et font l'objet d'une commission qui a lieu fin mai, début juin. Je vous affiche les dates à l'écran, et qui nous permet en fait d'opérer les derniers calibrages sur les projets qui sont proposés au vote. Suite à ça, il y a la phase de vote des projets en tant que tels. Donc c'est la fameuse phase de scrutin qui vous permet à vous de vous mobiliser. Alors soit si vous êtes par exemple porteur de projet, d'essayer de faire un maximum de communication autour du projet que vous avez souhaité déposer et soumettre au suffrage des riverains. Cette année, elle se tiendra du 7 au 26 septembre. Donc on n'a pas encore arrêté la liste des projets, puisque c'est en cours d'analyse avec les services de la mairie centrale. On va clore, je dirais, les études de faisabilité
courant, je dirais fin mars, début avril. Et puis on aura cette commission, je dirais, finale au mois de mai, début juin. D'ailleurs, à ce titre-là, donc, la présidence du Conseil des quartiers sera invitée comme chaque année. Donc vous serez évidemment invité à participer à cette commission. Et donc pour au total, je dirais une annonce des lauréats qui sera faite fin septembre, début octobre. Donc voilà, je dirais une présentation globale du dispositif. Donc c'est quand même une capacité d'investissement pour nous, arrondissement, qui est importante, hein, quand on compare à des capacités d'investissement qui plafonnent généralement autour de 10-12 millions d'euros dans un arrondissement comme le 15e. Là, vous voyez qu'on a une capacité d'investissement qui n'est pas négligeable, et donc c'est toujours important pour nous d'avoir des projets, je dirais, les plus qualitatifs possibles qui sont déposés et qui sont ensuite soutenus par les habitants. Ça nous a permis par le passé de très belles réalisations dans le 15e. Je vais revenir très rapidement sur ce qui a été fait. Je ne vais peut-être pas passer projet par projet, sauf si vous avez des questions particulières, mais vous voyez, dans un quartier comme le vôtre, le budget participatif, il a permis de financer, alors ce n'est pas toujours des très très gros travaux, parce que c'est parfois, je dirais, une réalisation dans le quartier qui fait partie d'un projet d'ensemble sur tout le 15e arrondissement. Mais par exemple, ça a permis d'équiper des écoles en tableaux numériques interactifs, chose que les écoles nous ont souvent demandé. Ça a été déposé par exemple par une directrice d'école pour tout l'arrondissement. Ça a permis en 2014 par exemple d'équiper certaines écoles du quartier en dispositif un peu de sensibilisation des jeunes écoliers aux petits jardins potagers miniatures, hein, pour vraiment les sensibiliser aux enjeux de l'agriculture, notamment en milieu urbain. Ça nous a permis de refaire notamment le kiosque du Square Necker. Et puis, ça a commencé à permettre de financer aussi des travaux beaucoup plus conséquents, puisque ça a permis de commencer à débloquer des enveloppes pour le fameux projet donc, de restructuration Bargues-Falguière, avec, je le rappelle, 6 millions d'euros au total qui ont été financés via le budget participatif. Donc c'est vraiment une enveloppe conséquente. Et d'ailleurs, à titre d'information, donc même si on n'a pas encore arrêté définitivement les projets, il y a une association qui a déposé à nouveau une demande pour ce projet-là cette année, qui est en cours d'études techniques, puisque, donc, comme je le disais, normalement, les projets lourds d'un point de vue de l'espace public ne sont pas permis quand il y a une opération embellir votre quartier. Mais exceptionnellement, on a fait la demande au service technique de voir s'il n'était pas possible quand même d'étudier ce projet qui concerne donc Bargues-Falguière pour l'insérer dans l'enveloppe globale des travaux. Je ne peux pas vous en dire plus sur ce projet-là, notamment parce qu'il manque encore un petit peu de clarté. Donc on a contacté l'association qui l'a déposé pour comprendre un peu mieux ce qu'il souhaite présenter très concrètement. Mais ça représenterait une enveloppe, je dirais, assez conséquente, qui pourrait monter jusqu'à 1 million d'euros supplémentaires pour les travaux. Donc voilà encore quelques exemples. Alors, un des exemples emblématiques, c'est celui de la médiathèque d'Ursenard, qui a permis vraiment de rénover et de construire l'auditorium qu'il y a en sous-sol, donc qui est vraiment une belle réalisation permise grâce au budget participatif. Et puis ensuite, vous voyez, un ensemble de réalisations. Donc ça nous a permis d'équiper des Fab Labs pour essayer de développer ce qu'on appelle je dirais la fabrication urbaine et le recyclage urbain de certains matériaux, notamment, et des Fab Labs spécialisés dans le textile, dans l'arrondissement, et dans le quartier d'ailleurs notamment. Et je dirais plus récemment des projets qui ont attrait notamment aux espaces verts, donc au parc et jardin. Ça va permettre notamment de réaliser un certain nombre de travaux au niveau du square La Quintini. Et donc qu'on va commencer à mettre en place. Là, on a lancé les réunions de concertation avec les porteurs de projets et les services techniques, puisque c'est un projet qui a été voté l'année dernière. Donc on commence ces réunions-là. Donc voilà, c'était juste quelques mots pour vous rappeler, je dirais, l'existence de ce dispositif. Je vous rappelle qu'à partir donc de cette année, vous pouvez déposer un projet quand vous le souhaitez sur une plateforme
qui est maintenant une plateforme de la ville de Paris qui agglomère, je dirais, l'ensemble des initiatives de participation des Parisiens, qui s'appelle donc décider.paris.fr. Donc vous pouvez vous y rendre, déposer un projet. Donc il faut quand même l'étudier un petit peu, c'est-à-dire avoir idéalement des propositions assez concrètes, parce que ça va faciliter le travail des services techniques qui vont vraiment pouvoir comprendre ce que vous proposez et essayer de faire un chiffrage et une étude de faisabilité technique pour ensuite revenir vers vous et revenir vers la mairie du 15e pour qu'on voit ensemble comment pouvoir avancer sur ces projets-là. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces différents projets ou dispositifs. Oui, madame ? Oui. J'ai compris que la date de dépôt était jusqu'au 19 janvier. Alors, est-ce qu'on a eu une idée, voilà, de la capacité en fait à prendre de nouveaux projets au-delà de cette première période? En fait, donc pour cette année, exceptionnellement, c'était donc la dernière année où il y avait encore ce cadrage, je dirais, de date de dépôt, qui était donc du 9 au 29 janvier. Mais tout projet qui a été déposé après le 29 janvier, maintenant bascule sur l'édition 2024. Donc sera étudié par les services techniques, je dirais, de manière régulière, qui arrêtera ensuite à une date qui ne nous a pas encore communiquée, parce qu'il faut que ça passe par une délibération au conseil d'arrondissement puis au conseil de Paris, qui arrêtera, je dirais, une date butoir à partir de laquelle on arrêtera la liste des projets déposés et on étudiera ces projets-là, et les autres, je dirais, qui seront postérieurs à cette date arrêtée, seront étudiés pour l'année 2025 et ainsi de suite. Donc au fil de l'eau, les nouveaux projets enregistrés seront éligibles au budget participatif 2024. C'est ça. D'accord. Si Merci. vous le déposez par exemple demain, il passe sur l'année 2024. Ok, merci. Je crois que madame a une question. Juste une petite question qui n'est pas tant sur vos calendriers, mais sur une réalisation que je revois encore ce soir, la végétalisation de la place Kandinsky. Il y a 3 ans, on nous a déposé des bacs sur la place Kandinsky, bacs qui ont été maltraités par toute la population. Ces bacs ont été remplacés par 4 autres qui n'étaient plus sur la place, mais qui fermaient l'accès à la place Kandinsky. Sur les 4, il ne reste plus que 3, parce que le 4e, il a pris la poudre de l'escampette. Et c'est tout ce qu'on voit, la végétalisation de la place Kandinsky, si ce n'est que là, on a la base de vie de la société qui fait les travaux sur le... Donc, ils ont élagué les arbres cette semaine. Alors, ça ne fait pas partie du budget participatif, mais ça sert peut-être à enjoliver la place parce que les arbres étaient très malheureux. Mais ça ne nous donne rien au niveau qualitatif sur cette place. On est dans le béton pur et simple. Alors, sous prétexte qu'il y a cette base pour loger l'entreprise, on ne voit rien que, à nouveau, les gamins reviennent encore jouer au foot. Bon, je ne suis pas contre les gamins, ni contre les parties de foot, à condition que ça soit dans des horaires et dans une intensité raisonnable. Alors, ils se sont calmés, mais oui, quand vous prenez la balle sur votre table de salle de séjour, je suis désolée, ça fait réfléchir. Elle donne sur la place Kandinsky, madame. Et j'avais un bébé qui était dans sa nacelle, la balle lui est passée juste au-dessus de la tête. Ça peut amener à des catastrophes. Moi, je ne suis pas contre les faits qu'ils jouent au ballon, mais dans une manière relativement raisonnable. Il faut en effet des espaces de jeu pour les enfants, mais ce sont des espaces dédiés au jeu de ballon, avec la protection de... Je n'interdis pas, madame. Bon, attendez, là, on ne va pas en faire une affaire personnelle. Je voulais savoir si cette place Kandinsky va rester aussi triste et misérable pendant les 3 ans que durent les travaux du conservatoire. Alors, pour l'instant, oui. Pour l'instant, on a le droit qu'à ça. Oui. Donc,
Si vous voulez, on peut installer peut-être des cages de foot. Ça leur permettrait de jouer d'une façon peut-être plus précise. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut avouer que beaucoup de parents avec de jeunes enfants ont investi cette place les mercredis, les week-ends. Avec le roller. Absolument. Et avec même des tout petits, avec la... Oui. Ça va marcher. Il y a quand même une amélioration au niveau de la fréquentation de cette place. Merci. Oui, moi je voudrais faire une remarque. Il y a eu des modifications dans le budget participatif, mais la plus grande modification, c'est le site web. C'est quand même assez, je dirais, difficile pour un citoyen qui s'était habitué à une démarche de dépôt de projet de se trouver à la veille du dépôt de ce projet devant un système totalement nouveau et avec une autre difficulté, c'est-à-dire qu'on a effacé tout l'historique du budget participatif depuis 2014. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous dites, mais est-ce qu'elle a été déposée? Est-ce qu'elle a été rejetée? Impossible. Donc je trouve que cette modification du site web du budget participatif à la veille du dépôt des projets, c'était quand même, je pense, un obstacle trop fort pour les habitants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, en tant qu'équipement de proximité, voyant qu'il y avait peu d'associations qui s'intéressaient au quartier, c'est-à-dire qu'on avait beau dire qu'il y avait des associations qui étaient là pour vous aider à déposer des dossiers, nous, ça fait des années qu'on ne voit jamais personne. Donc, on a organisé 2 réunions importantes, d'un côté avec les mères de famille, de l'autre côté avec les adolescents, pour savoir ce qu'ils attendaient comme aménagement nouveau dans le quartier. Voilà. Donc, ça nous gêne aussi de pallier un défaut qui est logiquement prévu et qui est voté en conseil d'arrondissement, d'aider les habitants du quartier sans qu'on voit une seule fois cette association intervenir dans le quartier qui est pourtant au programme de leurs activités. Je vous remercie. Alors sur ce point-là, sur le site internet, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on a alerté la mairie centrale là-dessus et l'élu du 15e arrondissement, qui est aussi l'adjointe responsable, je dirais, à l'hôtel de ville, surtout sur le fait qu'on avait avant une plateforme qui marchait plutôt bien, qui était plutôt d'ailleurs agréable et efficace, puisqu'elle était un peu plus visuelle que ce qui existe aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se perd beaucoup plus dans la plateforme existante, avec des erreurs de conception qui sont encore plus graves que celles que vous avez bien voulu soulever, qui sont que j'ai été alerté moi-même par plusieurs porteurs de projets sur des projets qui ont été déposés. Je prends l'exemple d'une école qui avait déposé un projet de rénovation d'une cour qui s'est transformé sur la plateforme en projet de piste cyclable. Donc ce sont évidemment des projets qui sont, enfin des problèmes qui sont assez graves et sur lesquels on a tout de suite alerté les services avec une remontée générale sur effectivement le point de la plateforme qui est, de notre point de vue en tout cas, une dégradation par rapport à ce qui existait jusqu'à l'année dernière, en espérant donc que ce soit pris en compte pour une évolution de la plateforme décidée.paris.fr, qui encore une fois centralise l'ensemble des démarches, puisqu'il y a eu une flambée des démarches centralisées sur cette plateforme-là ces dernières années. Donc on espère que ça va effectivement changer vers une plateforme qui est un peu plus didactique et facile à approcher, notamment pour les raisons que vous mentionniez, de pouvoir retrouver les projets qui ont pu être déposés les années précédentes, parce qu'on a vu régulièrement par le passé des projets qui peut-être ne sont pas retenus une année, mais qui sont retenus l'année suivante. Et donc, c'est vrai que ne pas pouvoir retrouver un projet qui a déjà été déposé, avec parfois des efforts assez importants déployés de créer un petit document PDF ou une présentation visuelle, c'est un investissement pour les porteurs, et ne pas pouvoir le récupérer l'année d'après, c'est très dommage. Mais là-dessus, en tout cas, c'est un point qu'on a déjà soulevé et qu'on soulèvera à nouveau avec le maire et l'ensemble de mes collègues de la majorité en conseil, puisqu'on déposera
un vœu à un moment donné dans l'année, une fois qu'on aura plus de recul sur l'édition 2023 du budget participatif en général. Sur le deuxième point que vous mentionniez, je pense que vous faisiez référence à l'association qui doit intervenir en soutien au quartier populaire. Alors il y a effectivement un quartier où ils interviennent moins que d'autres. Effectivement, c'est le vôtre. Ils sont intervenus il y a 2 ans, une fois, il y a 2 ans, mais si. Non, il y a 2 ans, mais effectivement l'année dernière ne sont pas intervenus et c'est un point sur lequel ils ont été, ça a été signalé et il y avait eu d'ailleurs une baisse de subventions qui avait été attribuée notamment pour cette raison-là. Je ne sais pas si on continuera les années suivantes à fonctionner de la même manière, mais vous avez raison, l'année dernière ils ne sont pas suffisamment intervenus, même pas du tout, dans votre quartier en question. Les parcs. Non, qui opèrent dans plusieurs arrondissements. Après, pour vous donner une perspective d'ensemble, il y a aussi, moi j'ai eu d'autres remontées venant de cette association qui fait face aussi à un déséquilibre entre ce que demande la ville de Paris en termes d'accompagnement et les allocations qui leur sont allouées, qui fait aussi qu'ils ne sont pas toujours capables de répondre à tout ce que leur demande la ville, qui met notamment un peu de pression sur le volume de projets à déposer, etc., qui fait qu'ils sont parfois en fonction des années et des aléas de disponibilité de personnel, etc., qui peuvent concerner une association, qui font face parfois à des difficultés, et ça, ils nous l'avaient signalé, mais il y a un problème aussi, je dirais, de charge pour des associations d'accompagnement qui accompagnent comme ça 3 voire 4 arrondissements, ce qui représente quand même beaucoup de travail pour eux, mais c'est pas les seuls d'ailleurs à intervenir comme ça dans les quartiers politiques de la ville, dont d'ailleurs le 15e ne dispose pas, donc ils interviennent à titre, je dirais, exceptionnel, parce que pour le budget participatif, la ville nous considère entre guillemets comme quartier populaire pour je dirais faire un peu le pont entre la période dans laquelle nous sommes et celle où nous serons peut-être un jour quartier politique de la ville. Donc c'est une situation qui sera peut-être amenée à évoluer dans les années qui viennent, peut-être prochainement d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Pas d'autres questions? On peut lever la séance. Est-ce qu'il y a des questions? Des propositions par rapport au budget? Oui. Oui, exactement. Alors, avez-vous des propositions par rapport au... Oui. Oui. Merci, Madame Tripette. Sylvie, sur 3 pages. Oui. Sur l'ensemble du paysage urbain, dans l'ensemble où il faut réparer tout ce qui ne va pas, notamment sur les trottoirs. Et donc je faisais une proposition, donc il y a plusieurs thèmes, quand même pas mal de choses. Et donc je parlais aussi de la sécurité, et je parlais aussi que, disons qu'il est... Oui, pardon, je rêve. Merci bien.
Merci beaucoup pour me donner le micro, un peu tardivement, mais enfin voilà. Oui, merci de me proposer ça, de vous exposer ce projet. Bon, il y a quand même plusieurs pages parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et donc, en fait, c'est sur la réhabilitation possible. D'ailleurs, ça comprend déjà tout ce qui est les trottoirs, etc. Il faudrait que je reprenne mon papier pour être un peu plus concise, parce que là, ça va être désordonné. Sur les trottoirs, mais pas que ça. Donc, toute la réfection des trottoirs, parce que là, c'est un danger public, notamment un danger public. Et en même temps, je proposais aux personnes, puisque moi j'en ai cité quelques-uns, j'ai donné quelques exemples, mais comme je ne peux pas être partout, justement à ce niveau-là, je proposais aux personnes bénévoles, on va dire citoyennes, qui sont présentes ici ce soir, ou d'autres, si elles le veulent bien, de nous, encore faut-il savoir vers qui se tourner pour adresser leurs photos, et avec le nom de la rue, par exemple, pour situer vraiment là où il faut faire des travaux afin qu'on puisse constituer un gros dossier et le proposer à Monsieur le maire pour qu'il le transmette à Madame la maire de Paris. Parce que, bien sûr, c'est elle qui décidera aussi de juger bon, de faire intervenir XY vous comprenez, il y a plein d'enjeux là-dedans. Alors donc, c'est quand même... Et si on veut faire avancer les choses, il faut... Alors moi, j'en ai donné certains, bien sûr, mais j'ai pas tout donné parce que j'habite pas partout. Et donc, si déjà dans le 15e, il y avait déjà beaucoup d'endroits qui pouvaient être aussi liés à ma demande, eh bien, merci beaucoup. Voilà, donc moi, je veux bien donner mon adresse mail ou alors écrire directement à Madame... Juste, pardon, excusez-moi, Madame Tripette, de vous couper. Effectivement, vous avez fourni un gros travail et merci beaucoup pour ce travail que vous m'avez transmis. En fait, là, il s'agit, dans notre budget d'investissement du conseil de quartier, de la somme de 8 200 €. Malheureusement, des travaux de voirie coûtent beaucoup plus cher que ça. Donc, tout ce que vous m'avez donné ne va absolument pas servir à rien. J'ai tout bien noté, j'ai même commencé à noter certaines choses et à préparer le mail que je vais pouvoir faire à la voirie par rapport aux différents lieux que vous avez pu identifier. Donc bien évidemment, tout ce travail va servir. Je vous en prie, c'est normal vu le travail que vous avez fait. C'est vrai que là, on est plutôt ce soir sur une petite idéation. Un conseil de quartier, en fait, a à sa disposition donc la somme de 8 200 € pour pouvoir investir dans le quartier. Donc ce soir, on était sur cette question de avez-vous des idées d'investissement à faire pour notre quartier? Oui, excusez-moi. D'autre part, si j'ai indiqué tout ce travail, en fait, c'est simplement déjà pour dire qu'il y avait quand même 2 piétons sur 3 qui étaient tués. Et quand même, c'est quand même dramatique, surtout qu'il y a quand même aussi beaucoup de personnes âgées dans l'arrondissement, il ne faut pas l'oublier, il y a quand même presque un tiers, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, malgré que ça soit un quartier jeune, bien qu'on le dise aussi. Donc, il faut aussi vivre avec les uns et les autres. Et pour un vivre ensemble, comme je l'ai lu, etc., il serait bon quand même de faire des efforts financiers sur ces sujets-là, parce qu'on dépense beaucoup d'argent, et ça, je ne l'ai pas marqué, évidemment, dans mon projet, parce que ce n'est pas la peine, mais on dépense beaucoup d'argent qui est mal diffusé, mal dirigé, et que c'est quand même les citoyens qui payent tout ça. Donc, à un moment donné, on ne peut pas jouer avec la vie des gens en permanence, je le dis, parce que je me bats aussi contre d'autres problèmes depuis des années. Et donc, c'est un sujet tellement gravissime que je suis même heureuse de voir que quand même des gens se soulèvent cette année et l'année dernière. Mais bon, ce n'est pas suffisant pour moi, parce que c'est quand même très compliqué de faire aboutir certaines situations. Alors, on va continuer à travailler sur le projet, Madame Tripette. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui voudraient pouvoir donner des idées. Mais en même temps, je voulais aussi dire que si on améliore l'état des trottoirs, on améliore aussi le quartier, parce qu'on embellit aussi en même temps. Voilà. Alors, il y a beaucoup de sujets dans cet ordre d'idées. Voilà, merci bien. Merci à vous. Merci pour votre réponse sur le budget d'investissement. Je suis un peu novice, donc voilà, je ne connaissais pas l'existence de ce budget. Il y a jusqu'à quelle date d'abord pour candidater, et puis sur quelle nature de projet? Est-ce que c'est forcément des projets d'urbanisme?
globalement, quelles sont la nature des Il sujets. reste 8 000 euros. En fait, alors il n'y a pas de date, si vous voulez, pour l'instant, il n'y a pas de date butoir. En fait, c'est voilà, le conseil de quartier se réunit et discute de l'utilisation de ces 8 200 euros. L'année dernière, lors de la fête organisée par le quartier, on avait mis à disposition une boîte à idées dans le Square Necker pour que les personnes qui participaient à la fête de quartier puissent déposer des idées, c'est-à-dire qu'on puisse aussi proposer aux habitants qui ne sont pas forcément conseillers de quartier de pouvoir déposer eux aussi des idées. C'est pour ça que ce soir, il y avait cette petite idéation. Donc, on est voilà, sur ce budget, 8 200 euros. Donc, pour vous donner une idée, l'année dernière, donc, le projet qui a été retenu, c'était celui du brumisateur dans le Square Necker pour les périodes de forte chaleur. Et ce projet va se faire, puisque c'était la question qui était posée la dernière fois en réunion préparatoire, est-ce que le budget va aboutir? Et oui, le projet va aboutir. J'en ai eu la confirmation par les services des parcs et jardins. Notre budget va effectivement bel et bien servir à ce qu'un brumisateur puisse être implanté dans le Square Necker. Donc si jamais on a un projet, on peut le faire remonter auprès de... Vous pouvez me l'envoyer par mail et comme ça, quand on fera notre réunion spécifique budget, de trancher quel projet on peut prendre. Je vais réfléchir on pourra dans la proposer. nuit. Alors, on va juste avancer un tout petit peu. Oui, moi je souhaiterais une chose, si c'est possible, c'est que quand on dit budget d'investissement, dans la tête des habitants en général, la somme elle est supérieure à ce qui est réellement. Est-ce qu'il serait possible, la mandature va finir donc cet été, pour les prochains conseils de quartier, de faire un petit glossaire et dire dessus, un banc par exemple coûte tant, une plantation d'un arbre tant, pour que les gens puissent avoir un cadre pour... Oui, voilà, merci. C'est une excellente idée, effectivement, c'est quelque chose qui manque beaucoup quand on démarre. C'est vrai qu'avec 8 200 euros, on a l'impression d'avoir quand même une somme assez conséquente, sauf que le prix du domaine public n'est pas le prix du domaine privé, et donc ce que nous, on pourrait effectivement acheter avec nos sous, malheureusement avec les marchés publics, voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes sommes, et c'est une excellente idée, merci beaucoup, oui, c'est vrai qu'il faut qu'on le fasse. Moi, j'avais une question. Jadis, il y avait dans le Square Platon, il y avait une sorte de grand jeu pour les enfants. Et à l'époque, moi-même, j'avais fait une pétition d'ailleurs pour garder ce square. Il y avait beaucoup de nounous qui venaient l'après-midi avec leurs enfants. Et du coup, le square était beaucoup moins squatté qu'il n'est actuellement parce qu'il y avait toute une population qui l'investissait. Et ça lui donnait une autre allure. Et moi-même, j'ai des petits-enfants qui ont beaucoup joué avec cette espèce de truc très sympa, là, avec les petits toboggans. Et je me demandais si ça, c'était cher, pas cher. Justement, j'ai aucune idée. Ouais. Et si ça aurait pu rentrer dans ce cadre-là, et si d'autres gens trouvaient que c'était intéressant. Voilà. Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, installer des aires de jeu, aider à l'installation d'aires de jeu, d'agrès, même pour des adultes qui voudraient faire du sport dans les parcs et jardins, oui, c'est exactement sur ce genre de choses que l'on peut agir. Tout à fait. Et oui, c'est intéressant, effectivement. Connaissant le Square Platon, effectivement. Oui, mais qui viennent en permanence. Il faut d'abord évacuer cette population. Alors, pour vous répondre, madame, vous voyez, tout à l'heure, on disait que sur la place Kandinsky, on avait retrouvé des familles, des enfants en roller, des draisiennes. Et je peux vous dire qu'il y a les 2 ans, peut-être 2-3 ans, on avait un discours complètement contraire avec des habitants qui nous disaient « on ne veut plus passer par là, il n'y a que des personnes avec des chiens, c'est effrayant, on ne veut plus descendre jouer avec les enfants ». Donc Dans le Square Platon, ils sont là. Donc en fait, il faut... de se réapproprier les lieux. Je vous signale que les parcs et jardins sont interdits aux chiens. Oui. Donc déjà, pourtant j'adore les animaux et spécialement les chiens, je n'ai jamais été dans un square avec mon chien. Pourquoi n'applique-t-on tout simplement pas la loi? Pourquoi n'y a-t-il pas de policiers pour évacuer ces gens-là? Excusez-moi, vous aviez une question? Ah oui, moi c'était naïvement ma proposition que Louise Agathe avait retenue. Peut-être, non, moi c'était de juste simplement remplacer chaque arbre qui est à remplacer par un arbre fruitier, voilà, jusqu'à extinction du budget. Voilà, noisetier, cerisier, tout ce qui est évidemment à propos avec quelqu'un de... des jardins et... Il y a un plan A. Bah, oui.
En fait, je sais pas. Tout dépend s'il est petit, grand. C'est à peu près 2 arbres. Comment? C'est très cher, c'est à peu près 2 arbres. Enfin, oui, tout dépend. Ouais. Tout dépend s'il est petit. On a à peu près Oui, par rapport à... Excusez-moi, je reviens sur ce qui a été justement proposé, puisque nous avions une réunion préparatoire. C'est effectivement sur les brumisateurs, puisqu'il y a quand même une demande aussi par rapport aux canicules, puisqu'on va avoir quand même des étés chauds qui sont appelés à se multiplier. Ça peut aider notamment les personnes dans la rue. Voilà, c'est les questions de brumisateurs, voilà, parce que c'est peut-être l'un des défis des années à venir. Voilà, voilà, mais tout est complémentaire, justement. Mais enfin, j'aime beaucoup l'idée du square Platon. Hein. Je like. Madame la Montagne, oui. Oui, mais justement, on peut se réapproprier les lieux. Pardon. Il existe sur le quartier un seul endroit où il y a des sanitaires accessibles à tout le monde. Ces sanitaires, il y en a un, oui. Ouais. Bon, ces sanitaires ne sont pas fléchés. Oui, parce ils sont sur près de la place Falguière. En haut de la rue Procession. Personne ne le connaît, si bien que les gens qui viennent sur le marché, entre autres, c'est vrai, vont derrière ils vont même dans ma rue pour faire leurs besoins. Oui. Hein, les commerçants, ils descendent des camions, ils vont là. Il faudrait plus flécher. L'indiquer au public. Oui. Hein. On a bien indiqué. Ou alors faire une campagne aussi auprès des marchands. Hein. Oh, mais les marchands, n'ayez craint, je me suis permis de leur dire qu'il existait des sanitaires. Parce que quand on les voit... Ils sont tellement gentils, nos marchands, je ne pense pas qu'ils le savent. Si. Il y en a un particulier. Plusieurs fois, je les ai interpellés le matin à 6h quand ils sortent du camion. Ils viennent se soulager, non même pas dans le coin, mais le long de l'immeuble. Hein, donc, au vu de tout le monde. Donc, si ça pouvait être un peu mieux indiqué pour toutes les personnes qui passent sur le quartier, pourquoi pas? C'est noté, en tout cas. Merci. Alors... Mais elle a été fermée et le cadenas est cassé systématiquement. Un grand merci pour votre participation. Merci à tous les intervenants. Merci de votre présence. Et donc, nous clôturons la séance. Rendez-vous au mois de juin. Au revoir.